Est-ce que c'est bon pour tout le monde d'ailleurs? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Il est 20h17, on vient d'amener les pizzas, ça commence à sentir bon. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon je vais perdre tout le monde. Du coup aujourd'hui, moi je vais vous parler de l'IA dans la vie d'un engineering manager. Donc je reviendrai juste après sur ce que c'est un engineering manager. Donc je vais essayer de vous présenter quelques cas concrets que j'ai pu voir ces derniers mois et essayer d'en déduire quelques apprentissages. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler d'IA ce soir? Donc déjà, comme on a commencé ce meet-up avec Guillaume, il nous a parlé de MCP, donc on a tout de suite plongé au cœur du sujet. L'IA, elle fait désormais partie de notre quotidien, notamment grâce à ChatGPT, il faut le reconnaître, très pratique de pouvoir utiliser une interface comme ça, de façon textuelle, pour demander n'importe quel type d'information. Moi, je trouve que ça révolutionne un peu l'usage de l'informatique. C'était compliqué de savoir maîtriser Google quand on n'était pas technicien, de savoir taper les bons mots-clés pour avoir les bons résultats. Aujourd'hui, je trouve que ça, c'est facilité grâce notamment à ChatGPT. Et on a d'autres outils comme Claude, Gemini, Mistral, Perplexity qui ont fait leur apparition ces derniers mois. Ça peut paraître fou, mais il y a 2 ans, ces outils n'existaient pas. Et en fait, aujourd'hui, on les utilise quotidiennement. Donc les usages, ils explosent, y compris dans le monde professionnel. D'ailleurs, dans le monde professionnel, on est plutôt en posture de early adopter. Comme le disait Guillaume, on va utiliser des MCP. Donc ça peut être utilisé pour l'instant que par des techniciens, parce qu'il faut avoir un éditeur de code déjà, et puis potentiellement savoir taper des lignes de commande. Alors avec Cloud Desktop, je ne sais pas s'il y a vraiment besoin d'une ligne de commande pour ajouter des MCP, mais en tout cas, les usages, souvent, ils arrivent par la voie professionnelle et ensuite, ils se démocratisent. Je voulais rappeler quelques trucs aussi avec l'IA. Donc typiquement, quand tu es dans un contexte entreprise, il faut faire très attention à ce qu'on appelle le shadow IA. Donc le shadow IA, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'IA via des comptes personnels et on va utiliser des données de l'entreprise. Et donc ça peut être très dangereux parce que ça peut provoquer notamment des fuites de données. Donc si vous prenez votre bilan financier et que vous demandez à ChatGPT de vous faire un résumé alors qu'en fait vous n'avez pas encore déclaré vos comptes, potentiellement vous pouvez avoir des gros problèmes et des grosses amendes. Donc voilà, ça peut être notamment des fuites de données sensibles. Voilà, si vous prenez une liste d'utilisateurs avec ChatGPT, il peut y avoir potentiellement des problèmes avec le RGPD. Donc une des bonnes pratiques, c'est privilégier les comptes entreprises. Donc ça, il faut aller essayer de voir votre responsable, votre DSI, pour essayer de les motiver à ce qu'ils prennent des comptes et des licences entreprises pour tout le monde. Donc souvent, quand on va, par exemple, ChatGPT, qui est maintenant disponible avec les contrats Microsoft, en haut à droite, en fait, il y a un petit bouclier comme ça qui symbolise le fait que les données sont protégées et ne servent pas à réentraîner d'autres modèles. Donc on peut s'en servir pour un usage professionnel. Et il y a la même chose, par exemple, avec des abonnements cloud professionnels qui existent. Donc, si on a envie de s'amuser avec l'IA ou de faire des tests et des apprentissages, on va plutôt l'utiliser sur des side projects, donc des projets personnels dans lesquels on n'expose pas de données clients ou voilà, de données sensibles. Never. Ensuite, il y avait un deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est l'aspect écologique. Donc aujourd'hui, en fait, ça c'est complètement invisible. L'intelligence artificielle, ça fonctionne de façon magique et ça ne brûle absolument pas la planète. Donc forcément, quand vous prenez un abonnement à ChatGPT, on ne va pas vous dire « Attention, attention, c'est très dangereux pour la planète de taper n'importe quel type de requête à l'intérieur. » Alors, donc il y a le Shift Project, qui est une association qui a sorti un rapport octobre, donc c'était vraiment il y a 2 semaines, je crois, et qui va expliquer justement quels sont les problèmes avec l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle et que notamment ça menace les objectifs climatiques. Donc par exemple, quelques chiffres. Donc on voit que la consommation des data centers, donc là on va parler spécifiquement des data centers, elle est passée de 165 TW en 2014, donc il y a 10 ans, à 420 watts l'année dernière. L'usage de l'intelligence artificielle, ça représente déjà 15% de la consommation électrique des data centers. 15%. Ça fait 2 ans que ça existe. Et ça pourrait atteindre 35% en 2030. En 2030, on va vite y arriver.
et on pourrait atteindre du coup des énormes quantités de consommation électrique chaque année. Il faut savoir que les data centers, il y en a une grosse partie qui repose malheureusement encore sur des sources fossiles. Donc, quand on utilise l'IA, il faut toujours avoir en tête, est-ce que je l'utilise pour tout et n'importe quoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, comme je disais en préambule, elle est partout. Donc là, pour l'instant, on va être obligé de tester l'IA, voir les usages qu'on en fait. C'est vraiment un mode exploratoire. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer dans les prochaines années. J'espère qu'on va trouver rapidement des solutions pour freiner justement cette frénésie de consommation électrique, parce que voilà, personnellement, je fais pipi dans la douche, mais face à une requête ChatGPT, malheureusement, je suis perdant. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Pierre-Alexandre Dupuis, j'ai 35 ans, ça fait 15 ans que je bosse dans le web et je suis spécialisé dans le front-end, donc notamment avec tous les outils qu'a présenté Maxime juste avant. J'occupe actuellement la place de lead chez Equino. J'ai 2 filles, je suis un vélo-taffeur convaincu et je suis partisan de la semaine à 4 jours. Team 80%, merci. Et je remercie Antoine, donc, qui n'est pas là ce soir, qui est un collègue qui a fait une présentation dernièrement et qui disait qu'il ne fallait pas se définir uniquement par son travail. Donc je le remercie. J'avais envie d'ajouter quelques infos personnelles. Alors, Engineering Manager. Qu'est-ce que c'est un Engineering Manager? Est-ce que déjà il y a des gens qui sont managers dans la salle? Ouais. Donc Engineering Manager, c'est un manager dans un contexte d'ingénierie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait un peu de code, mais à côté de ça, on fait beaucoup d'autres choses. Et souvent, on fait beaucoup de réunions avec grand plaisir. Et on va justement gérer à la fois des projets, on va gérer des carrières de personnes, on va essayer de mettre en place des bonnes pratiques au niveau des équipes de développement, on va assister au stand-up parce qu'on est aussi intégré dans les projets agiles, on va avoir des phases de project management où on va discuter avec d'autres corps de métier, on va participer au recrutement. Donc voilà, l'engineering management, c'est vraiment tout ça, toutes ces différentes compétences. Et j'en oublie sûrement. J'en oublie sûrement parce que, du coup, définir le rôle d'un engineering manager, c'est quand même assez dur. Donc, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est un rôle à part. Donc, on va recruter des engineering managers. Et pour d'autres, ça va être un rôle parmi d'autres. Donc là, on se retrouve à avoir 2 positions, on va dire, hands-off, hands-on. Donc, hands-off, ça veut dire je deviens manager, je ne code plus du tout. Hands-on, je suis manager et je code un peu quand j'ai le temps. Voilà. Et souvent, c'est le rush. Donc chez Equino, ça correspond au rôle hybride, donc lead. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire chez Equino? Ça veut dire qu'on a 30% de management, ce qu'on appelle transverse, 70% sur des projets clients, donc billable, qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Parce que quand on fait du management transverse, en fait, ça ne rapporte pas d'argent, donc l'entreprise doit gagner de l'argent pour payer nos salaires, donc c'est important. Et parmi ces 70% de technique, on a une position de technical leader. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour beaucoup, on fait beaucoup de revues de code, on participe également à de la revue d'architecture, à la définition d'architecture. Et donc ce soir, j'avais envie d'essayer de répondre à 2 questions pour ces 2 aspects donc, de l'engineering management, à la fois côté technique et à la fois côté management. Donc côté tech lead, je me demandais, est-ce que l'IA est un levier pour rester hands-on, donc garder les mains dans le code, malgré ce passage au management? Et est-ce que c'est un levier pour avoir un management plus humain? Ce qui est assez intéressant, parce que l'IA, c'est un robot, donc un robot qui permet d'être plus humain, moi ça m'intéresse. Donc en premier, on va commencer par cette petite partie qui moi m'intéresse beaucoup, donc l'aspect codage. La plupart du temps, j'ai pas beaucoup de temps pour coder parce que j'ai plein de choses qui sont dans mon agenda, que je fais tout au long de la journée. Mais il faut quand même que je reste au fait des actualités techniques, des derniers outils qui sortent, etc.
Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai aussi 2 enfants, donc quand je rentre chez moi, en général, j'ai mon petit tunnel, et après, je suis fatigué, j'ai plus envie de mettre les mains dans le code. Donc je me suis dit, bon, bah, est-ce que l'IA, ça peut être un moyen de résoudre cette problématique, de rester au courant et de pouvoir continuer quand même à m'amuser à coder. Parce que oui, c'est amusant de coder. Donc là, il y avait un outil que j'avais envie de tester qui s'appelle Astro, parce que dans la galaxie des outils front-end, comme a montré Maxime juste avant, il y a énormément d'outils qui sont nés ces 10-15 dernières années. Moi, quand j'ai commencé mon boulot, il n'y avait aucun outil qui existait, il y avait juste Internet Explorer 6. C'était facile, entre guillemets, de faire du web, puisqu'on avait juste HTML, CSS et un JavaScript qui marchait bizarrement dans Internet Explorer, donc dans un navigateur spécifique Windows. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir voilà, une quantité incroyable d'outils, et Astro me faisait de l'œil depuis très longtemps. Donc je me suis dit, ben, comment est-ce que je pourrais essayer ce nouveau framework, cadre de travail, qui est spécialisé front-end. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, bon, mon prestataire, il m'a planté, quand je vais sur mon site, il y a une grosse page blanche, est-ce que tu peux me réparer ça? Je lui ai dit, ok, vas-y, donne-moi accès à ton admin OVH, parce que le site était sur OVH, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc là, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, ok, donc c'était un WordPress, je ne sais pas ce qu'a fait le mec, mais il a absolument tout éclaté. Donc je lui ai dit, je suis désolé, là je ne sais absolument pas ce qu'il a fait, il n'y a pas d'historique, pas de versionning, etc. Je lui ai dit, moi ce que je te propose, c'est que maintenant il y a des outils qui existent, design to code. Donc ce que je te propose, c'est que j'utilise des outils IA et on va refaire ton site depuis le début. Il m'a dit, ouais, ok, vas-y, je te fais confiance. Du coup, là, j'ai pu tester un nouvel outil, pareil, que j'avais juste vu l'interface, qui s'appelle Bolt. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des outils design to code ici. Bolt, Lovable, V0, c'est des choses qui vous parlent ou pas? Vite fait. Alors est-ce que je peux cliquer? Moi aussi j'ai un problème de souris. Elle est là, elle est là. Yes. Donc voilà, Bolt, c'est un peu un chat GPT qui va vous générer du coup un site, plutôt en mode prototype, mais qui va pouvoir aussi se connecter avec des bases de données via Supabase, mettre en place des systèmes d'authentification, etc. Donc là, si vous voulez lui dire je veux faire un clone de Marmiton parce que je trouve que les recettes proposées sur Marmiton, elles sont pourries, et ben, vous pouvez faire ça, et facilement, en 2 minutes, vous avez déjà un prototype d'un site qui existe. Donc c'est hyper bien pour faire des prototypes très rapides. Si vous voulez bluffer votre famille en leur disant ben voilà, je peux faire des sites pour tout le monde pour organiser les prochaines cousinades, ben voilà, utilisez ça, YOLO. Voilà. Je vous propose de le faire de votre côté. Mais en gros, ouais, c'est juste ça. Et si lui dit des petits mots genre « sois créatif », alors là, c'est l'éclate. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que le marché du travail va devenir de plus en plus difficile pour les freelances, les juniors. Il y a des étudiants ici. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, mais ouais, je vous souhaite tout mon courage. Il va falloir très vite monter en compétences parce que ça va être compliqué de trouver du boulot, je pense. Donc, voilà, ce que je n'ai pas montré aussi, c'est que donc, Bolt, il génère un design, mais en fait, il génère derrière il scaffold un projet, donc c'est-à-dire qu'il va setup un projet. Si on lui dit par exemple, donc là je lui ai dit, fais-moi un site avec Astro, Tailwind, et je sais pas quoi, telle librairie d'icônes, et en fait il vous génère vraiment le code pour faire ça. Donc si on lui dit, je veux faire un site avec Next.js, SAS et je sais pas quoi, ben, il va utiliser les outils que vous lui précisez. Donc à la fin, ce que vous récupérez, c'est vraiment le code source du projet qui est déjà en place, et que vous pouvez récupérer sur votre compte GitHub via un simple clic. Donc vraiment, c'est hyper simple à utiliser. Donc là, je lui ai dit, je veux faire un site pour un avocat, je veux quelque chose de sobre et d'élégant. Voici le texte que tu dois mettre dans le site.
Et tout seul, il m'a proposé de faire 4 pages en mettant les informations d'une certaine manière, etc., etc. Donc après, ça c'était la première itération. Il y a eu plusieurs itérations. Donc comme souvent avec les LLM, enfin, ou les agents maintenant, on discute, on se met d'accord, et après, une fois que tout le monde est d'accord, on se met à coder. Donc voilà, c'est vraiment la phase, on fait des spécifications, on se met d'accord, une fois qu'on est d'accord, on y va. Donc il y avait quelques trucs qui n'allaient pas trop, donc j'ai repris la main derrière après en récupérant le code avec mon éditeur, VS Code, Copilot et un agent, plus à la main. J'ai modifié quelques trucs. Et ensuite, j'ai fini, j'ai fait une GitHub Action pour déployer ça sur OVH. Je peux cliquer ou pas? Oui. Donc là, le site, il est déployé, il fonctionne. Là où j'étais hyper content, donc Astro, c'est un outil qui permet de générer des sites statiques. Donc, site statique, en fait, c'est quoi? C'est juste des fichiers plats, HTML, CSS, JS. Il n'y a pas besoin de serveur. Et du coup, derrière, là, j'ai affiché ma console de mon navigateur avec Lighthouse, qui est un outil pour mesurer la performance web d'un site. Et là, on voit des indicateurs qui sont hyper intéressants. Déjà, on voit que c'est vert. Quand c'est vert, c'est cool. Et ça montre que le site il est très performant vu qu'il a 100 sur 100, donc on est quand même très très bon. Il est accessible, il a les bonnes practices, etc. Il est SEO friendly. Donc vraiment, pour faire un site statique, moi je vous recommande d'utiliser Astro. J'ai mis moins d'une semaine pour créer un site comme ça. Avant des outils comme V0, Lovable ou Bolt, j'aurais jamais été capable de faire un site comme ça. Pourquoi? Je suis absolument pas designer. Désolé les designers s'ils trouvent que le site il est pas joli ou que tous les sites se ressemblent. Moi, quand on me demande quelque chose de fonctionnel, en tout cas, ça me fait gagner vachement de temps, cette phase-là, parce que je sais faire du code, mais par contre, je ne sais pas faire de design du tout, quoi. Donc là, au moins, ça m'a permis d'utiliser un outil comme ça m'a permis de casser cette barrière en me disant, je ne suis pas designer, je confie le design à une IA qui me génère quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de incroyable, mais au moins, on n'a plus une page blanche, on arrive à un résultat qui est sympa. Et ce que je voulais dire aussi, voilà, c'était que en tant que papa avec 2 enfants, j'ai plus le temps pour faire les side projects. Et c'est vrai que quand on commence à faire des trucs comme ça, on tape un prompt, on fait entrer, la machine elle réfléchit, on peut faire à manger. Voilà, elle a fini, on lance un prompt, on va lire des histoires avec ses enfants. Quand les enfants sont couchés, on revient, hop, c'est pas mal. Et en fait, voilà, ça demande vraiment pas de jus de cerveau. Donc c'est quand même assez agréable à utiliser. Il n'y a vraiment pas besoin de trop de charge mentale du coup pour faire des side projects. Allez, j'accélère. Un deuxième projet. Donc là, je fais souvent des vidéos produits pour montrer product owner, chef de projet, etc. Ce que rendent les développements des équipes. Et un jour, il y a une chef de projet qui me dit « Elles sont vraiment cool tes vidéos, mais ce serait bien que tu rajoutes des sous-titres parce que du coup, ça ferait un peu YouTube. » Je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que ce serait sympa. » Donc au début, j'ai téléchargé une application qui s'appelle CapCut. CapCut, c'est incroyable. Si vous avez 20 balles à mettre dans une application pour faire du montage vidéo, franchement, utilisez CapCut. CapCut, ça fait absolument tout ce que j'ai essayé de faire à la main. Mais vu que c'était déjà tout fait, c'était trop facile, donc j'ai essayé de tout refaire à la main moi-même. Parce que quand on est développeur, on aime bien savoir comment ça marche derrière. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des trucs en Python et que j'avais envie d'utiliser une librairie qui s'appelle Whisper. Et donc Whisper, ça permet de faire de la transcription, de l'audio vers du texte. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous lui donnez n'importe quoi, un vocal, une vidéo, et derrière, ça vous donne un fichier texte avec vraiment tout le dialogue. Donc ça, c'était hyper intéressant. Bref, je me suis dit, bon, ben voilà, je ne sais pas faire de Python, je ne sais pas du tout comment ça marche Whisper, j'ai pas envie de me taper la doc, etc. Donc je vais essayer de faire ça avec de l'IA. Résultat, bon, j'ai pas mis forcément de photos du finish, mais du coup j'arrive à partir d'une vidéo, générer les sous-titres et à la fin, soit j'ai un fichier SRT, donc un fichier de sous-titres, soit j'ai une vidéo finale qui embarque mes sous-titres et je peux lui filer un petit fichier de paramétrage pour lui dire je veux le texte avec un background, avec une police plus grosse, d'une certaine couleur, etc. etc. Et vu que je fais du front-end depuis longtemps et que je connais beaucoup d'outils dont a mentionné Maxime tout à l'heure, je me suis dit comment est-ce qu'on fait du Python un peu de façon élégante aujourd'hui. Donc j'ai essayé de chercher des outils modernes
Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, linter, formateur, test runner, type checker, dependency manager, etc., etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, en fait, tout ça, ça existe en Docker. Maintenant, j'ai envie que mon projet, il l'utilise, comme ça fait un peu, genre, je sais faire du Python comme un pro, alors qu'en fait, j'y connais rien du tout. Et donc, il suffit juste d'avoir les bons mots-clés, et après, on dit à l'IA, voilà, je veux que tu utilises Poetry pour aller chercher tes packages. Je veux que tu utilises Ref à chaque fois que tu as fini de me faire une instruction pour formater, pour linter. Je veux qu'à la fin, tu utilises PyTest pour être sûr que mon code il n'est pas pourri et que les tests y passent. Donc là encore, je ne connais absolument pas la stack technique Python, je ne connaissais pas du tout ces outils. Donc utiliser l'IA en quelques jours, ça m'a permis de découvrir le nom de ces outils et de les voir en pratique dans un projet qui avait du sens pour moi, pour mon usage. Ok, donc là on a parlé de la partie technique. Maintenant, on va parler de la partie management. Donc voilà, la partie technique, c'était vraiment un tout petit truc. Et là, c'est le gros du boulot, quoi. Alors, dans le développement informatique, il y a beaucoup de projets qui sont des projets, ce qu'on appelle agiles. Et dans ces projets agiles, il y a tout un tas de cérémonies comme les stand-up meetings, les rétrospectives. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie d'autres. Les icebreakers, etc. etc. Donc souvent, c'est des moments qui sont un peu barbants parce qu'en fait, ils se ressemblent tout le temps. Quand on est en sprint dans une équipe de développement, un sprint, ça dure 2 semaines, allez, parfois 3 semaines. Donc ça veut dire que toutes les 2 semaines, on va se retaper exactement les mêmes moments. Donc au bout d'un moment, on peut avoir des gens qui soient moins engagés, qui décrochent, etc. Et donc là, l'idée, c'était quoi? C'était de savoir si l'IA, elle permettait de rajouter un peu le côté humain à ce côté barbant, d'avoir toujours la même chose. Donc une des dernières rétros que j'ai animées, c'était en juillet. En juillet, il y a le Tour de France, voilà, pour ceux qui sont fans de vélo. Et du coup, je me suis dit, super, là, je vais m'amuser avec les photos de tous les gens de l'équipe. Donc j'ai créé une équipe de vélo, de cyclistes pro fictive. Et donc voilà, je nous ai créé des petits avatars. Et après, j'ai généré une rétrospective grâce à un outil d'IA, je ne sais plus lequel, peut-être Perplexity, en lui disant, je suis Engineering Manager, je veux animer une cérémonie agile qui est une rétrospective, j'aimerais que tu me proposes un format adapté sur le thème du Tour de France. Franchement, quand on doit le faire tout seul et qu'on est vendredi, qu'il est 18h et qu'on se rend compte que la rétro c'est lundi 10h, je vous assure que ce genre d'outil, ça fait gagner vachement de temps et ça nous délègue de beaucoup de choses, quoi. Et en plus de ça, quand les gens arrivent et qu'ils voient leurs photos, voilà, du coup ça montre qu'il y a déjà eu un travail de préparation et ça crée direct des petites discussions sur « Ah ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Ça c'est rigolo, ça te ressemble pas du tout. » Donc j'ai mis PA Virinck. Donc voilà, c'est un petit côté fun et ça donne un côté humain parce que personnalisé. Dans le management, il y a une partie qui est très importante qui est la progression des équipes et l'engagement des équipes, des ingés, des développeurs. Donc pour ça, est-ce qu'on peut servir de l'IA? Donc là, j'ai essayé de me servir de l'IA pour plusieurs points. Donc un des points essentiels, c'était résumer des articles. Donc ça, c'est super simple. Des fois, on nous envoie plein d'articles, plein de contenus. On n'a pas forcément le temps d'aller lire toutes les ressources. Donc là, on peut facilement utiliser un outil d'IA pour nous dire résume-moi le truc. Liste-moi les points clés de ce que je dois retenir de cet article. Si on veut partager un lien avec quelqu'un, on peut lui dire tu me fais une synthèse attractive, comme ça je vais donner envie à mes collègues d'aller lire le dernier article que j'ai publié sur le Medium des Equino, medium.com/equino-france. On fait plein d'articles, c'est génial. Et donc là, on va pouvoir facilement donner envie aux autres d'aller cliquer, ça évite le clickbait. Donc c'est assez intéressant d'utiliser l'IA comme ça. Dans la progression des équipes, il y a le développement de carrière. Donc là, j'ai mis développement de carrière assisté par IA. Quand on est développeur, qu'est-ce qu'on va devenir dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on va devenir dans 3 ans? Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? J'en sais rien, je n'ai pas la réponse. En tout cas, j'essaie de définir des objectifs aux personnes de mon équipe sur les 6 mois, les 12 mois à venir. Et en fonction de leur profil, j'essaie de trouver des objectifs adaptés à chaque personne. Donc ça, avant l'arrivée de l'IA, c'était vraiment très compliqué. Là, l'IA, ça permet vraiment d'avoir un gain de temps phénoménal parce que ça va tout de suite nous permettre de nous projeter dans plein de directions différentes. Et après, c'est à nous d'aller faire le tri dans ce qui est intéressant, pas intéressant. Mais en tout cas, on n'a plus une page blanche.
on a plein de petits points et on va se servir d'un point pour rebondir sur un truc, et ça nous donne une quantité d'idées phénoménales. Et donc là-dedans également, donc voilà, si on est ingénieur niveau 1, niveau 2, on se dit, bon, mais qu'est-ce que je peux donner à un ingénieur qui est niveau 2 pour qu'il progresse et qu'il devienne niveau 3, par exemple? Bah là, on va essayer de trouver des objectifs adaptés. Et donc là, c'est ça qui est intéressant avec des outils d'IA comme Perplexity, ChatGPT, c'est qu'ils vont aller chercher dans plein de sources d'informations, ils vous agrègent tout ça, et puis ils vous donnent toute une liste avec différentes sources. Et après, c'est à vous d'aller chercher dans chaque source, vérifier, est-ce que ça, c'est adapté pour mon contexte ou pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, l'idée, c'est pas de donner des noms, un âge, la ville où on habite, etc. C'est vraiment d'essayer de dire la personne, elle aime ça, voilà. Donc il y a quelque chose que je vous avais pas dit aussi, c'était que en fait, en tant que manager, on a toujours vibe codé. Ça a toujours existé le vibe coding, parce que c'est quoi le vibe coding? Du coup, c'est dire à quelqu'un d'autre, fais ça. Voilà. Donc quand on est manager, on va voir des ingénieurs, des développeurs, on leur dit, bah, vas-y, code-moi, tu as un ticket, et tu dois coder un formulaire pour te connecter à un site. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, en fait, on ne demande plus à un dev, on demande à Claude, on demande à un agent, n'importe lequel. On va demander à un développeur, ben, vas-y, fais-moi les changements du code. On va dire à un développeur, là, j'ai ouvert le navigateur, ça ressemble à rien. Quand je suis en responsive, quand je teste sur mobile, c'est tout cassé. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un screenshot, on le met dans VS Code, on dit à VS Code, on dit à Claude, on lui dit, bah, regarde cette image, utilise le MCP Chrome DevTools, donc il va aller ouvrir un navigateur, et il va dire, ah oui, effectivement, le site en responsive, il est tout cassé, désolé, c'est de ma faute, je vais essayer de réparer ça. Donc voilà, tout ça, en fait, avant, on le donnait à des devs. Le futur, qui arrive très très vite, vraiment très très vite, c'est de le faire à un agent. Voilà. Donc on parlait d'automatiser des tâches. Bon, ben, avant, en fait, les développeurs, c'était pas des automates, mais c'est en train de le devenir, et ça le devient très très vite. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce talk? J'espère que vous n'avez pas trop fait peur. Ce n'était pas mon intention. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire l'IA? Donc, ça permet d'accélérer l'exploration de nouvelles stacks et nouveaux outils. Vous ne connaissez pas un langage, vous avez envie de progresser, ça peut vous faire un plan, tout ce qui est à savoir en Java, en C, en Python, en JavaScript. Ça permet aussi d'accélérer la revue de code. Donc on peut dire à un agent, j'ai produit ce code, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, c'est pas bon, pourquoi? Maintenant, il y a même des agents spécialisés revue de code, comme CodeRabbit par exemple. Ça permet de générer des spécifications et de faciliter le onboarding. On nous dit, bon ben là, on a récupéré un projet d'un client qui était en Inde, on ne comprend pas ce qu'ils ont voulu faire, il n'y a rien qui marche. Voilà. L'objectif, c'est que vendredi, tu me fasses une démo. Donc avant, bah, c'était un peu compliqué, on transpirait beaucoup. Aujourd'hui, on va dire à Claude, vas-y, analyse le projet, donne-moi l'architecture globale du projet, fais-moi des diagrammes que je peux présenter à quelqu'un, soit à mon équipe, soit à quelqu'un de plus haut. Et ça va être fait en moins de 30 minutes. Donc, on va lui dire, bah, comment est-ce que je fais pour démarrer le projet? En fait, c'est quoi les commandes? L'agent va vous dire, tu tapes make start, npm run dev, enfin peu importe, docker, compose, up, etc., etc. Il va vous dire comment est-ce qu'on fait pour démarrer le projet. Je l'ai marqué là aussi, facilite la création rapide de prototypes et la réalisation de side project. Pour moi, ça c'est vraiment incroyable. Il y a encore quelques temps, je pense que j'avais dû sortir en 15-20 ans un side project en prod. Voilà. J'aime bien faire des trucs, mais souvent, je trouve une autre idée, du coup, je mets de côté ce que j'avais commencé à faire, et puis je le touche plus jamais. Puis le jour où je le revois, je me dis « Oh, c'est quoi ça ?» Puis en fait, voilà, je le laisse là où il était bien, il dormait tranquillement. Voilà, on le laisse. Là, c'est vrai qu'avec l'IA, c'est vraiment un accélérateur. Côté humain, enfin, management plus humain, donc ce que je disais, c'est que ça permet de gagner du temps sur les fonctions à faible valeur ajoutée. Donc avant, on passait énormément de temps à rédiger, reformuler, créer des synthèses. Aujourd'hui, tout ça, c'est automatisé avec de l'IA et ça fonctionne très très bien. Et ça permet de mieux se concentrer sur l'humain. Donc c'est là où on a vraiment plus de valeur, ça va être sur les soft skills. Parce que, voilà, je l'ai indiqué à la fin, ça ne remplace pas du tout les soft skills, l'IA. Donc on ne peut pas automatiser une écoute active avec quelqu'un, de l'intuition, des relations humaines, en tout cas pour le moment, ni de leadership, ni de l'empathie.
Donc on a encore un peu de temps devant nous avant que l'IA sache faire tout ça. Et j'ai parlé des OKR. Voilà, merci pour votre attention et on va pouvoir aller manger des pizzas.